On va quitter l'univers de la musique pour parler d'un sujet de société très douloureux. Excusez l'ascenseur émotionnel, mais c'est important. On va le faire à travers le parcours d'un homme qui a bâti une réussite très vertueuse. C'est une réussite de l'âme, de l'esprit, construite sur l'humiliation et la souffrance, et il va nous l'expliquer. Il en a fait même son combat. Merci d'accueillir Mohamed Cherif Zerguine. Ahlan, ça va? Ça va, merci. Salam alaikum, bonjour. Alors, on va vous demander un peu de silence, s'il vous plaît. Si on peut fermer les portes de la salle, d'avoir accepté cette invitation. On a découvert ton parcours par hasard, par un ami qui nous a renvoyé sur Internet, et on a découvert ton combat. Ce que je te propose, peut-être avant d'en parler dans le détail, c'est de découvrir un court-métrage que tu as réalisé et qui raconte le début de ta vie, en fait, ta naissance, et la souffrance qui t'a accompagné toute ta vie jusqu'à aujourd'hui. Regardons le court-métrage qui dure 6 minutes et quelques. « 1963, année de ma naissance, plus précisément au mois de novembre, mois de toutes mes questions paralysantes. Qui suis-je? Qui est ma mère? Qui est mon père? Que s'est-il passé? Chaque année, à l'approche de ce mois, l'angoisse s'installe. Les images de mes scénarios handicapants défilent. Mes nuits sont un calvaire, provoquant ces matins fatigués par trop de suppositions viscéralement ancrées. Nous sommes le 14 novembre. Une jeune femme musulmane fut admise secrètement à l'hôpital civil de Constantine, envisageant l'abandon de son enfant. Âge apparent, 23 ans. 11 jours se sont écoulés, l'heure de quitter la douceur et l'obscurité du ventre de ma mère, où j'étais bercé par les battements de son cœur, arriva. Il est 16h30, le 25 novembre 1963. 96 heures plus tard, la sentence était tombée. Elle était lourde et sans aucun recours. La peine capitale sans aucune circonstance atténuante. Après la douceur et l'obscurité, j'allais découvrir les frayeurs des ténèbres de la vie. Et à moi de repenser à cette mère fusionnelle. Qu'a-t-elle vécu durant cette période? Il m'arrive parfois d'imaginer son séjour à la maternité, de ressentir ses peurs, puis de revivre sa solitude dans cet hôpital qui surplombe les gorges profondes du Rumel. À ces moments précis, une étrange sensation m'envahit, comme si sa blessure était à fleur de chair. يا صابر يا اللي راح وغاب عن طروق هادي مدة وسنين هادي مدة وسنين حد لجاب خبروه أم الحنين 1970. Départ pour la France. La douleur de la séparation de mes grands-parents adoptifs a été impitoyable. Je ne voulais pas les quitter. En aucun cas je n'admettais ce départ. Avec du recul,
Je me demande aujourd'hui si ce n'est pas cette blessure originelle qui a été réactivée. Car pendant très longtemps, j'en ai voulu à tout le monde. En cet hiver, le temps était gris et il faisait très froid dans cette grande cour d'école. Ma hantise était celle d'entendre ce nom quand ma maîtresse me demandait quelque chose. À l'école, je vivais dans la peau d'un autre enfant, à travers ce nom patronymique, inconnu jusque-là. Aujourd'hui, on va étudier la lettre A. Qui veut monter au tableau? Mohamed Chérif, au tableau. Mohamed Chérif, au tableau. نور الدين محمد شريف شكون فينا انا الاول ولا الثاني هما لا ما قالتليش شكون هو محمد شريف والله ما على بالهاش مالا ما شما وبابا واش بابا شكون هو بابا شكون هي ماما شكون هو محمد شريف شكون هو بابا شكون هي ماما مالا ماما شما وبابا واش بابا. L'angoisse s'installe. Les images de mes scénarios handicapants défilent. Mes nuits sont un calvaire, provoquant ces matins fatigués par trop de suppositions viscéralement ancrées. يا صبري اللي راح وغاب عن داره عندما يأتي الصباح ويشيع النور في الكون البديع ويعم الانشراح وتهز النسمات الحب في فصل الربيع. أي وجه أنتقيه لك يا أمي وهذا اليوم عيد. أي ثغر يرسم المخيال والدنيا جفاف. أي نبع يرتوي العطشان منه ودروب العمر يغشاها الجفاف. وأنا الحزن بقلبي يستزيد.
Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi et très ému d'être parmi vous aujourd'hui afin de porter un message d'une réalité qui est là et qui est juste à nos côtés, à proximité de nous. Je tiens, avant de commencer ce plaidoyer, à remercier toute l'équipe de Fikra pour leur accueil, Toufik particulièrement, et je crois en la jeunesse de l'Algérie, c'est pour ça que je suis rentré, je suis là depuis cette année. Mesdames et messieurs, si vous me le permettez, chères sœurs, chers frères, l'histoire des enfants abandonnés est complexe et délicate, et cela depuis la nuit des temps. Elle est jalonnée de périodes cruelles, et seule la foi en Dieu en réduit le calvaire. C'est ainsi qu'en Perse et en Arabie, on nous enterrait vivants. À Carthagène, on était immolés en offrande. Nos pères grecs signifiaient notre abandon d'un simple signe devant témoins. Les Romains, en quête de soldats pour élargir leur conquête, nous utilisaient comme boucliers humains. Il a fallu attendre le VIe siècle et le Code justinien, adopté par un brillant soldat, devenu empereur. Justinien bénéficiait d'une attention particulière et grâce à cela devenait à son tour empereur. N'oubliant pas son statut d'adopté, il éradiquait toute discrimination entre les enfants abandonnés et les enfants issus d'une union légale. Quelques siècles plus tard, revenait au galop la bêtise humaine, qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de crime contre l'humanité. On retrouvait dans la Russie de Catherine II, qui se laissait bercer par le rêve de générer à partir de la table rase de l'abandon une nouvelle race. Nous voilà devenus cobayes. De même, Napoléon Ier, qui a voulu forger avec des enfants sans passé une espèce neuve de soldats dévoués et inexorables. Utopie insensée. Le triste dénuement physique et moral des pupilles conduit à la faillite absolue. Notre salut, nous le devons à la foi en Dieu, car la parole divine n'a jamais qualifié l'enfant d'illégitime. La loi civile, quant à elle, a fondé son concept de la famille en une question légale, d'où l'existence de l'expression péjorative et réductrice « enfant illégitime ». Dans la loi juive, le concept de la famille n'est pas légal, mais biologique. Un enfant qui n'est pas issu d'un mariage n'est pas illégitime, car il est l'enfant biologique du père. L'enfant illégitime n'existe pas dans la Torah. L'accueil et la prise en charge par l'Église n'est pas à démontrer. Saint Vincent de Paul, à lui seul, incarne toute cette majestueuse humanité à l'endroit des concernés. Dans le Coran, au 7e siècle, l'exhortation divine était tout simplement venue interdire ces pratiques et a demandé à tous les musulmans de considérer cette catégorie d'enfants comme leurs frères en religion. Le Saint-Coran respecte l'homme, quelle que soit sa race, la couleur de sa peau ou les conditions de sa naissance, et ne fait aucune discrimination entre les enfants des deux sexes, se démarquant ainsi des pratiques inhumaines et pré-islamiques. Après ce survol historique, permettez-moi de vous raconter quelques épisodes de mon parcours d'enfant abandonné. Après avoir vécu une solitude extrêmement douloureuse durant mon adolescence, le déclic s'était produit. Il était vital pour moi d'affronter, de combattre et de m'imposer. J'ai commencé à exprimer, ou plutôt crier ma souffrance, grâce à une activité artistique. D'ailleurs, les textes écrits et interprétés le relatent parfaitement. Père de famille très jeune, pour combler ce vide. Adversité quasi permanente dans le quotidien. Et enfin, ce voyage spirituel qui m'a apporté un apaisement et une détermination inébranlables. Mon vrai nom ne me faisait plus peur. Au contraire, je l'imposais à tout le monde. Cet engrenage m'a permis d'atteindre la résilience. Lors d'une rencontre avec une psychologue et après lui avoir raconté un peu mon parcours, elle a subitement évoqué le terme résilient. Je ne comprenais pas. La thérapeute, devant mon insistance, a fini par quasiment me donner un cours sur le concept de la résilience. Frapper 2 coups,
pour créer un traumatisme. Pour ce qui concerne l'enfant abandonné, le premier coup dans le réel est la blessure. On a mal, on a froid, on est humilié. Le traumatisme naît du second coup, porté par la représentation du réel. Je suis né hors mariage et on m'insulte. Je souffre de ce qui m'est arrivé, mais surtout de l'idée que l'on me renvoie. Au-delà des interrogations, le malaise d'un abandonné est nourri par les regards, les mots et les comportements inhumains qui viennent entretenir sans cesse sa blessure. La raison qui me poussa à écrire a été soutenue par l'odieuse bêtise de certains, arrogance, indifférence, discrimination. Après l'injustice incarnée par le verdict du destin subi à la naissance, le pupille est confronté, et je pense à celui qui n'a pas eu ma force ou la chance de quelques-uns, à l'humiliation provoquée par les différents qualificatifs employés à son égard, adultérin, illégitime, et j'en passe. Tous ces mots finissent par le réduire à une chose humaine, coupable d'être né. Comme vous venez de le constater, l'abandon incarne le manteau d'une incommensurable souffrance. Pour ma part, je reconnais avoir longtemps porté ce manteau. Il a grandi avec moi, de la période intra-utérine jusqu'à l'âge de ma renaissance, en d'autres termes, jusqu'à mes 40 ans. De cette expérience cauchemardesque, j'ai longtemps cultivé la culpabilité et le manque de confiance en moi. Abandonné par cette mère fusionnelle, j'ai de nouveau revécu 20 années plus tard le même sentiment dans le décès de ce grand-père adoptif, père pour moi, à travers l'amour intense qu'il a su me donner en très peu de temps. Je n'oublie en aucun cas mes respectueux parents adoptifs, tout en m'inclinant devant leur dévouement et sacrifice. Se sont succédés ainsi une série de séparations douloureuses de façon cyclique jusqu'à ce que je m'abandonne enfin à l'appel de mon âme. Grâce à des prises de conscience, j'ai pu exorciser mes maux intérieurs et ouvrir mon cœur meurtri pour exister à travers mon identité propre. Ces retrouvailles avec moi-même, ce face-à-face, cette transparence, se sont faites par l'abandon de mes scénarios de vie handicapants et de mes peurs pour atteindre cette résilience et finalement atteindre un état de sérénité intérieure. Chères sœurs, chers frères, Dieu exalté soit-il a dit, Bismillahirrahmanirrahim, appelez-les du nom de leur Père, c'est plus équitable devant Dieu. Et si vous ne connaissez pas leur Père, considérez-les comme vos frères en religion. Appelez-les du nom de leur Père. Considérez-les comme vos frères. Quelle belle phrase. Après un quart de siècle de recherche, de peur et d'anxiété, de doute aussi, car ils supposent tout, j'ai fini par me résigner, abandonner mes recherches personnelles, me reposer et offrir cette expérience de vie à tous les enfants, à mes enfants, à vos enfants, à nos enfants, illégitimes ou pas soient-ils. Ma mère, que Dieu la bénisse, je lui pardonne. Mon père, entre le doute et la réalité, je l'ai rencontré. À travers mon comportement, il est venu enrichir génétiquement les qualités inculquées par mes respectueux parents adoptifs. Je lui pardonne aussi. Avec un recul de 50 ans, si on me demande aujourd'hui quel est ton rêve, je répondrai sans aucune hésitation, serrer très fort dans mes bras les deux personnes qui ont été à l'origine de mon existence. Mesdames et messieurs, au commencement, je me sentais profondément seul, retranché derrière mes barricades, comme si j'étais coupable d'un crime, comme si je ne ressemblais pas à tout le monde. Avec le temps, on découvre, on apprend et on se forge. En découvrant une réalité peu reluisante, l'enfant enfoui en moi a fini par se réveiller. Depuis, il hante mes nuits et me harcèle le jour. Il me pousse à m'exprimer, à venir vers vous, à réveiller votre côté enfant qui ne peut rester indifférent. Chères sœurs, chers frères, faire sourire l'orphelin
redonner espoir à l'adolescent évoluant dans les établissements pour enfants privés de famille, déculpabiliser la jeune femme, le jeune homme à qui on a séquestré les informations concernant leurs origines. Voilà le rêve de l'homme qui est devant vous. Ce rêve, amplifié et soutenu par vous, permettra, je l'espère, de contribuer non seulement à l'épanouissement de tout enfant installé sur les braises de la souffrance, mais sans aucun doute à éduquer, former et inculquer à ces êtres innocents les valeurs nécessaires pour qu'ils puissent contribuer, et cela à part entière, à une réconciliation profonde entre l'humain et ses semblables. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci. Merci. Si on peut mettre le micro, est-ce qu'il fonctionne? Ah ben non, tu l'as, pardon. Je pensais qu'il y avait que moi qui en avait un. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci infiniment. C'est Merci. chaque fois beaucoup d'émotions, mais bon, C'est alhamdoulilah. énormément d'émotions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? On va commencer par le public. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question sur votre livre. Vous dites que l'art vous a aidé justement à faire une sorte de thérapie. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de son? Est-ce que l'art oui, une question sur votre livre. Est-ce que l'art a été une thérapie a priori? Voilà, c'est ce que vous disiez. À quel moment vous avez décidé d'écrire un livre? Qu'est-ce qui vous a poussé? Et comment ça a été accueilli autour de vous? Est-ce qu'on a voulu vous dissuader parce que c'est un sujet qui est très sensible en Algérie? Est-ce que ça a été compliqué de l'écrire, de le sortir, de donner ce bébé qui était votre livre? Et une fois que vous l'avez publié, quels étaient les retours? Merci. Merci pour cette question très pertinente. Et au passage, je vais répondre par rapport à mon adolescence. En fait, cette mère, j'aime pas dire adoptive, c'est ma mère, celle qui m'a recueilli, a eu l'intelligence de m'inscrire au conservatoire d'Orléans à l'âge de 10 ans, je crois. Et donc me plonger dans la musique et j'exprimais, j'aimais écrire depuis tout petit. Et déjà, à ce niveau-là, ça m'a permis de, comme je dis toujours, traverser sagement mon adolescence, car j'avais cet art pour pouvoir m'exprimer. Ensuite, j'ai fait, comme tous les adolescents, on a monté un groupe et on criait sur scène. Et moi, j'en profitais pour crier cette souffrance, parce qu'à l'époque, j'étais hyper complexé par rapport à ce statut que j'ai découvert très jeune. Ensuite, pour le livre, c'est une autre histoire, donc c'est 38 ans après, une quarantaine d'années après. C'est en fait quand je suis retourné à la pouponnière où j'ai évolué 3 mois de mon existence. J'ai voulu, j'étais en quête de mes origines, j'étais à la recherche, ça s'est étalé sur une trentaine d'années. Et quand j'ai revu les bébés dans la même pouponnière où j'ai évolué de novembre 63 à mars 64, ces bébés m'ont restigmatisé. Ils étaient en deuil, ils étaient là, ils étaient autour de moi dans la salle. J'avais demandé aux assistantes sociales et aux éducatrices de me laisser seul avec eux. Et je me suis dit aujourd'hui, moi, grand-père, une vie comme beaucoup, mieux que certains, moins mieux que certains, voilà, dans la bonne moyenne, je n'ai pas le droit de me taire. Je n'ai absolument pas le droit de me taire. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été accueilli, j'ai été chéri, je me dois de faire quelque chose. Et je suis parti avec cet écrit. En ce qui concerne les retombées, je ne m'y attendais pas. C'est un témoignage. Vous savez, Pupille de l'État, la peur d'inconnu, ça a été le parcours de la quête de mes origines, et qui a quand même porté des fruits, car j'ai retrouvé la moitié de, j'allais dire, le côté maternel. Hein. J'ai retrouvé cette grande famille qui m'a accueilli à bras ouverts, chaleureusement. Et sur le terrain sociétal, je dirais que oui, beaucoup de soutien, beaucoup de concernés sont venus vers moi, beaucoup de gens qui adoptent, donc des familles d'accueil qui viennent vers moi pour me demander conseil, enfin entre guillemets. Voilà. Je pense que ça répond à la question. Tu es maintenant un militant des droits de l'enfant très actif. Naître sous X, c'est un traumatisme profond. C'est aussi un
handicap psychologique fort. Comment on accompagne maintenant, comment on doit accompagner aussi un enfant pour qu'il vive mieux avec son passé et ne pas attendre justement l'âge adulte et qu'il fasse ce travail introspectif? Alors, spontanément, je répondrai, il faut faire grandir l'enfant avec sa vérité. Ça, tous les psychologues sont d'accord là-dessus. Donald Winnicott, Chilton Pierce, Boris Cyrulnik l'ont tous attesté, l'ont tous démontré. Et moi, en tant que témoin vivant appartenant à cette population, je le dis haut et fort. D'ailleurs, le but de ce court-métrage était de mettre en exergue la découverte de mon statut. Mes parents ont essayé de me protéger en dissimulant cette vérité, mais j'ai fini par la découvrir à l'école. Et la société est méchante. Donc moi, je préconise de faire grandir l'enfant avec sa vérité. Il sera que plus reconnaissant. Et voilà. Oui, mademoiselle au deuxième rang. Salam alaikum, monsieur Merzouki, bonjour, on se connaît. Je suis journaliste et j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Je voulais dire, est-ce qu'on a besoin d'une volonté ou une audace politique, juridique, ou un changement de mentalité, de société pour combattre ce fléau ou combattre cette situation? Parce que parler des enfants illégitimes, c'est pas parler des enfants. Il faut plus qu'on laisse des enfants illégitimes. Madame Benbrahim, pardon, à un certain moment, elle a parlé, ou elle a appelé à changer l'article 40, je crois, du Code de la famille. Et parce que quand je parle de ce sujet, il est tellement émouvant. Et vous avez parlé vous êtes un fervent combattant pour ce genre de situation où enfant illégitime. Alors, est-ce qu'on a besoin maintenant d'appeler à changer certains articles ou avoir l'audace d'aller changer, aussi appeler à introduire le test ADN? Puisque responsabiliser les parents et le père à reconnaître son enfant. Et je pense que c'est une des solutions et avoir vraiment un courage des politiciens, des juristes, de la société civile. Et vous avez combattu tout au long de vos articles, votre présence dans certaines scènes comme celle de Fikra. Qu'est-ce qu'on est de ça? Si Merci. Je peux glisser une petite question en même temps. Est-ce qu'on parle encore d'enfants illégitimes réellement, ou est-ce qu'on a maintenant réellement créé cette frontière, comme tu le disais dans ton discours, que c'est l'acte qui est illégitime, l'enfant est innocent? Est-ce que ça y est, c'est quelque chose qui est dépassé, ou on est encore dans cette foi qui n'est pas verbale? Disons qu'en 2014, moi j'ai rencontré des difficultés lors de mes conférences. Mais bon, j'élève le débat, sinon j'aurais pas pu continuer et me battre pendant 7 années maintenant. Rien que pour eux, donc ça existe toujours, oui, malheureusement. Mais ce qu'on perçoit, et c'est vraiment pas moi le précurseur, je ne me suis jamais autoproclamé, moi c'est une question personnelle. J'ai vécu dans une souffrance et à un certain moment de mon existence, comme je vous l'ai expliqué, je suis sorti sur la place publique parce que j'avais envie de défendre, de déposer mon grain de sable, comme on dit, de reprendre le flambeau de ceux qui sont passés avant moi et de le laisser, pourquoi pas, pour les autres, de contribuer. Voilà. Sur le terrain du test ADN, c'est un peu plus compliqué. La loi existe, c'est l'article 41 alinéa 2 de l'amendement du Code de la famille de 2005. Le juge peut recourir aux moyens scientifiques. 2011, ça a fait l'objet de mon deuxième ouvrage, Né sous X dans le monde arabo-musulman, et là j'avais impliqué les sciences islamiques et les imams, parce que le législateur se plaint de l'aspect religieux. Alors moi j'avais répondu, bon, je ne peux pas nommer les personnes avec qui j'étais à l'époque ici sur Alger, j'aurais dit, écoutez, mais moi en tant que concerné, je ne suis pas tenu par la réserve, je vais aller voir ces gens, je vais essayer modestement de leur dire qu'est-ce qui se passe, le problème est où. Et en fait, le législateur, on a constaté qu'il était hyper frileux quant à cet aspect de la chose. La loi existe, peu de juges l'appliquent, on a gagné, parce qu'il y a des juristes qui sont avec moi, donc on a gagné quelques arrêts, on a arraché quelques arrêts pour contraindre en fait le recours au test ADN afin d'établir la filiation à l'enfant né en mariage sans imposer le mariage entre les deux adultes, parce que là il s'agit de l'intérêt suprême de l'enfant,
Et on a gagné des victoires. Ce qui est magnifique dans ce combat, c'est que peut-être que pour certains, ce n'est pas énorme, pour moi, c'est incommensurable. C'est qu'à l'issue de Né sous X, dans le monde arabo-musulman, qui est paru en 2011, comme je disais tout à l'heure, le HCI a bougé en la personne de Cheikh Bouamran, qui m'a reçu à l'époque. Et j'étais très heureux parce qu'une semaine après, il y a eu un communiqué sur les deux quotidiens, El Watan et Shorouk, un communiqué qui était favorable en fait à cet aspect de la chose, et on était fiers de notre combat. Voilà comment on contribue. C'est-à-dire qu'on essaye de sensibiliser les gens. Moi, je dis toujours que la société est dans son ignorance. On a hérité de différents mécanismes très péjoratifs et très dangereux de différentes civilisations. Vous savez, une fois, on m'a dit, une directrice d'un foyer, parce que j'ai fait tous les foyers d'Algérie avec une commission nationale, et pour l'anecdote, une directrice d'un foyer pour enfants privés de famille, il y a toutes les populations ensemble, il y a les orphelins, les sous-X, enfin voilà. Et elle m'a dit, vous savez, monsieur Zerguine, vous parlez de ça, mais vous savez que vous êtes banni pendant 7 générations. Alors moi, je ne comprenais pas, je me disais, comment ça banni? Getli Rabbi subhanahu, c'est 7 générations, vous êtes fils de Lucifer. Je l'ai regardé, moi je lui ai souri, je dis, madame, vous êtes bien? Et de là est parti, en fait, j'ai pris un professeur en sciences islamiques, spécialiste en religion comparée. On a fait une sensibilisation à travers le territoire. On a fait Constantine, Oran, Ouergla et Alger. Et en fait, cette dame était imprégnée d'une branche qui vient du christianisme, qui n'est même pas propre à l'islam. Et voilà, donc c'est une tradition qui est là, qui est héritée, comme je disais tout à l'heure. Et comme cette histoire d'enfant illégitime, je ne vois pas ce qu'il y a d'illégitime chez l'innocent, en fait. Et je les invite à chaque fois de débattre sur l'acte illégitime. L'enfant est innocent. Dieu a décrété sa naissance. Et donc, à partir de là, peut-être qu'il serait très intéressant de combattre à la source. Vous parlez de combattre à la source, mais c'est le problème de toute la société. Ce n'est pas le problème de Zerguine, ce n'est pas la cause de Zerguine. Zerguine, c'est un écrivain humaniste. Modestement, il contribue avec ses livres et ses conférences. Et quand il est invité par les jeunes qui reprennent le flambeau, et je félicite une deuxième fois donc, votre initiative, c'est le problème de toute la société. On n'a pas d'éducation sexuelle en Algérie. Je l'ai dit à maintes reprises, je l'ai écrit dans un manifeste en 2012 que j'ai transmis à tout le monde. Quand j'écris, je transmets à tout le monde. On n'a pas d'éducation sexuelle, on n'a pas de prévention en fait, il n'y a pas de mécanisme de prévention sur le terrain. On le sait, on connaît cette réalité. Après, on s'étonne qu'il y ait 4 000, 5 000 naissances sous X par an. Voilà. La prise en charge, c'est encore une autre histoire. La durée des placements en kafala, c'est encore un autre débat. Je pense avoir répondu. Comment on peut contribuer, nous, en tant que citoyens, à soutenir la cause que tu portes avec évidemment des centaines de personnes? Comment on peut agir, nous, individuellement? Vous savez, moi je suis dans une démarche, comme je disais tout à l'heure, je suis dans une démarche de sensibilisation. Ce qui m'a poussé à continuer et à durer, on va dire, pendant 7 années, c'est l'envie toujours d'écrire et de faire des recherches et d'aller à la rencontre surtout de la population. C'est les étudiants de Constantine et de Guelma qui ont choisi mon thème pour leur mémoire et qui m'ont invité. Je me suis dit, c'est bon, il y a les fruits, il y a les retombées, il y a les jeunes qui reprennent la relève, il y a une prise de conscience qui s'installe chez la jeunesse, et c'est extraordinaire. C'est ça, en fait, Moi, je suis donc dans une sensibilisation, il faudrait vraiment en parler avec récurrence pour qu'il y ait cette volonté politique ou ce courage politique et essayer d'aller, par exemple, sur le terrain. Je sais que ça va faire grincer des dents ce que je vais dire, mais je l'ai dit avant. Du haut de mes 50 ans aujourd'hui, si on m'aurait posé la question aurais-tu choisi de rester avec ta maman? Ben, écoutez, je vous réponds ici devant vous, oui, c'est évident. C'est une question qu'on ne pose pas. C'est une question qui n'est pas à poser à un enfant. Est-ce que tu veux rester avec ta maman? Bien évidemment que j'aurais répondu dans ma spontanéité. Bon, maintenant, moi, quand le problème est là et posé sur la table, je préconise, sans aller sur les terrains pour encourager ce genre mais de laisser le bébé avec sa mère. On a constaté en milieu institutionnel qu'il y avait d'énormes problèmes. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. J'ai qualifié ça un peu virulemment de fabrique de délinquants par moment parce que j'ai vu des atrocités. Et moi, j'irais plus vers laisser l'enfant avec sa mère.
On attend le projet de loi sur la protection de l'enfance. Il renferme beaucoup de... Moi, je n'ai pas eu d'exemplaire, donc je ne connais pas le contenu. Et on espère qu'il y aura déjà quelque chose. Voilà. Mohamed Cherif, je vais te poser la toute dernière question. Quelle est la réussite que tu n'as pas encore accomplie et pour laquelle tu consacres beaucoup d'énergie? Ça peut paraître un peu naïf à la lumière de tout ce qu'on a écouté, mais est-ce que tu peux me donner une réponse, des réponses? La réussite principale, à mon sens, pour moi, dans ce combat, c'est déjà le fait d'en parler devant vous et d'essayer de vous sensibiliser, parce que nul n'est à l'abri de cette chose. Voilà. Donc vous avez le témoin vivant qui est là, qui vous dit « faites attention. Aujourd'hui c'est beau, demain, voilà ». L'autre réussite, c'est que je suis papa et grand-père de 5 petits-enfants. Donc j'ai construit ma famille. Après, c'est des défis que je me lance, en fait. J'avais envie de rencontrer mes origines, pas essentiellement la maman ou le papa, c'est plus une histoire, une quête identitaire, si je peux dire. J'ai été même jusqu'à acheter 5 hectares au milieu de la terre de ma famille biologique pour leur dire, voilà, je suis là, j'ai un terrain avec vous, alors que le terrain, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc c'est des défis personnels, ça m'apaise, c'est une thérapie. L'écriture, c'est une thérapie, c'est reconnu. Je peux parler de mon livre qui arrive? Tu dois. Il y a plein de sponsors, donc je demande l'autorisation. Non, tu dois. Non, en fait, Cendre de larmes arrive fin février, il sort d'abord en Tunisie, il va sortir dans 5 pays, ensuite donc en Algérie. Et mi-mars, j'ai un café littéraire à Riyad El Feth. Donc, si vous voulez découvrir écoute, on viendra avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Alors, Mohamed Cherif, on va prendre 15 minutes de pause. On va se retrouver à 17h10 avec un moment exceptionnel, totalement inédit dans Fikra. C'est musical. Alors, venez nombreux parce que ce que vous allez vivre ici sur scène est absolument unique. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Au revoir. Merci à toi,